Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je reviens donc pour une nouvelle vidéo après une courte absence de 2 semaines où j'étais, comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo, où j'étais en vacances. Pour faire le bilan de ce que j'ai lu pendant ces 2 semaines, je vais vous proposer du coup 2 vidéos. Vous aurez 2 vidéos cette semaine. Une vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des lectures que j'ai fait pendant la première semaine et une deuxième vidéo qui reviendra sur le bilan du pari, du pari que je m'étais lancé pour la semaine où j'étais partie en Vendée. Je vous remettrai peut-être, si j'y pense, dans le petit i, la vidéo où j'expliquais dans quel pari complètement dingue je me lançais. Et donc, cette vidéo, vous l'aurez mercredi. Donc, cette semaine, vous aurez donc 2 vidéos, 2 bilans lecture, pour, comme ça éviter de faire des vidéos trop longues. Parce que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop les vidéos trop longues. Donc voilà, je m'adapte à mon auditoire. Et du coup, vous aurez donc 2 vidéos, donc 2 fois plus de Total Libre 1 cette semaine. Bande de petits vénards. Je ne sais pas si c'est un bien, mais bon. Alors, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. J'ai donc lu Plongée de T.J. Newman, publié aux éditions Albin Michel. Alors, T.J. Newman, j'avais lu Chute libre. J'avais beaucoup aimé ce roman extrêmement flippant. Je vais m'expliquer pourquoi par la suite. T.J. Newman, c'est une ancienne hôtesse de l'air. Donc, elle connaît extrêmement bien tout le domaine de l'aviation, tous les domaines des avions. Et donc, elle situe ses romans dans des avions et à chaque fois, il se passe une grosse catastrophe. Donc, je vous préviens tout de suite, si vous êtes phobique de l'avion, si vous avez peur en avion, je vous conseille très fortement de ne pas lire ce livre ou dans l'aéroport ou pendant le vol. Parce que vous aurez grandement envie soit de ne pas monter dans l'avion, soit de descendre de l'avion en plein vol. Donc, dans ce roman, on va suivre le vol 1421 qui décolle d'Honolulu à Hawaï. 6 minutes après le décollage, il y a un problème moteur et l'avion est obligé de se crasher dans la mer, provoquant un crash. Et très vite, forcément, l'eau pénètre dans l'avion. Un certain nombre de passagers descendent de l'avion et sont évacués sur des canaux de sauvetage. Mais il y a une dizaine de passagers qui restent dans la carlingue. Et donc, ce sont ces 10 personnages, cette dizaine de personnages qu'on va suivre dans ce roman, leur survie dans cette carlingue en attendant que les secours arrivent. Alors, parmi ces 10 passagers se trouvent Will et sa fille qui reviennent, qui sont dans cet avion. Et dans l'équipe de sauvetage, il y a la femme de Will et donc la maman de la petite fille qui va tout faire pour sauver sa famille. Alors, cerise sur le gâteau, si on peut dire ça, l'épave de l'avion a chuté du coup dans la mer et est posée sur une espèce de faille sous-marine avec le pif de l'avion qui tangue dangereusement vers le fond de cette faille. Donc, forcément, une course contre la montre va être enclenchée, non seulement pour secourir les survivants avant que l'avion ne bascule définitivement dans cette faille, et bien évidemment aussi, il y a un timing extrêmement serré parce qu'il y a un niveau d'oxygène dans cette carlingue, et ils ont, je crois, grosso plein d'eau, il me semble qu'ils ont 4 heures d'oxygène devant eux. Donc forcément, voilà, ce roman va être mené à un rythme haletant.
C'est voilà, les chapitres sont extrêmement page-turner. On s'attache très vite au personnage, bon, sauf à un qui est un connard fini. Mais franchement, j'ai adoré ce roman et j'ai vraiment attendu. Voilà, je l'ai lu cet été parce que je savais que je ne partais pas en avion et que d'ici à ce que je reparte en avion, il se sera passé quand même un certain temps. Parce que franchement, c'est terriblement anxiogène. Ce roman est terriblement anxiogène si vous avez peur en avion. Alors, moi, je dois vous dire que quand je prends l'avion, je ne suis pas hyper rassure non plus au décollage et à l'atterrissage. Et quand il y a des petites turbulences en plein vol. Je ne suis pas hyper sereine, mais bon, je ne fais pas non plus de crise de panique. J'ai pas besoin de prendre de cachet pour prendre l'avion. Mais alors là, franchement, je me suis mis à la place des gens et je me suis dit, bon, la prochaine fois que je vais prendre l'avion, je vais peut-être avoir les miquettes quand même. C'est voilà, c'est extrêmement... voilà, l'écriture de T.J. Newman est extrêmement visuelle. Ça ferait un excellent téléfilm, mais vraiment un excellent film d'action. Si vous aimez voilà, les romans où il y a de l'adrénaline, qui sont page-turner, où vous flippez pour les personnages, voilà, si vous aimez un peu les scénarios catastrophes, et ben franchement, foncez sur Plongée de T.J. Newman. Franchement, vous en aurez pour votre argent et je peux vous dire que vous ne reprendrez pas l'avion d'aussitôt. Voilà. Alors, ensuite... j'ai lu sur ma liseuse, je vais vous mettre ici la vignette, j'ai lu le tome 2 des aventures de Wren Müller, Le jeu peut reprendre d'Alena Urquhart, publié aux éditions Fleuve. J'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait qu'il y avait une phrase qui changeait absolument tout dans le roman et qui faisait voir justement l'histoire sous un prisme nouveau. Et donc je me suis dit, bon, est-ce que Alena Urquhart va continuer sur cette lancée? Est-ce qu'elle va me hyper autant que pour le tome 1? Est-ce que ce tome 2 va être à la hauteur de ce tome 1? Donc, alors, petit avertissement, le jeu peut reprendre et la suite directe, et j'insiste bien sur ce point, direct, de l'ombre il surgira. Donc si vous ne lisez pas le tome 1, vous serez spoilé de tout en lisant ce tome 2. Donc voilà, je mets bien les alertes là où il faut. C'est vraiment une suite directe. On retrouve donc Wren Müller tout de suite après les événements du tome 1. Elle est toujours à la recherche du tueur du Bayou. Alors, tout en sachant tout ce qu'on a appris sur le tome 1. Et là, Wren, elle essaye de se reconstruire très profondément à la suite des événements qui se sont passés dans le tome 1. Elle est pour cela, bien évidemment, soutenue par son mari et par son ami John, l'enquêteur, qui l'aide dans ses enquêtes. Là, dans ce tome 2, j'ai bien aimé, hein, voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur comme j'ai eu pour le tome 1. Là, on est vraiment plus dans l'introspection des personnages. On est plus dans l'introspection de Wren et on est aussi dans l'introspection du tueur du Bayou. Parce qu'on va vraiment le suivre dans son chemin, dans son processus de tuer, quoi, en fait. Et Wren, on va vraiment se mettre à sa place et on va vraiment être à l'intérieur d'elle-même pour voir un peu comment elle réagit à ces événements. Alors, bien évidemment, on a la dernière partie du roman qui est très haletante. Malheureusement, j'ai malheureusement vu un événement arriver et qui est malheureusement arrivé. Bon, je me doutais que ça allait arriver, mais je pense que voilà, je l'ai deviné parce que je pense que ça va relancer l'enquête
échanger, voilà, et échanger un petit peu le prisme dans le tome 3, parce qu'il va y avoir un tome 3. Ça, c'est sûr, hein, on le sait à la fin du tome 2. Mais voilà, là, on est, faut pas vous attendre à vraiment un page-turner hein, sur ce coup-là. On est vraiment dans l'introspection des personnages. Je pense que c'est un tome charnière dans cette série. Je pense que ça sera une trilogie. Je pense pas qu'il y aura de quatrième tome, à moins que je me trompe. Mais franchement, voilà, je pense que là, dans le tome 3, il va falloir vraiment donner le coup de boost et puis arriver, parce que là, je pense qu'on arrive vraiment en bout de chaîne. Et que là, ce tome-là, c'est vraiment un tome de transition qui va nous amener à un final exceptionnel dans le tome 3. Voilà. Mais voilà, c'est pas, voilà, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas le coup de cœur comme j'ai eu pour le tome 1. Ensuite, toujours aux éditions Fleuve et toujours sur ma liseuse, j'ai lu L'Enfant prodige. Alors attention, je prends mon élan. D'Eva Garcia Sáenz de Urturi, où on retrouve son personnage phare, l'inspecteur Kraken, qu'on avait rencontré dans Le silence de la ville blanche et Les rites de l'eau, que j'ai lu et que je n'ai... Et par contre, j'ai pas lu le tome 3. Mais bon, c'est pas dérangeant. Voilà, on retrouve l'inspecteur Kraken, mais dans une enquête, dans une nouvelle enquête qui n'a pas de lien avec l'enquête précédente. Donc, on peut tout à fait lire sans avoir lu le tome 3. Donc, dans ce roman, l'inspecteur Kraken va recevoir un coup de téléphone pour le moins saugrenu. Il va recevoir le coup de téléphone d'une personne qui prétend avoir enlevé sa mère. Problème, sa mère est morte depuis plus de 30 ans. Voire même plus que ça, voire même est morte depuis une quarantaine d'années. Donc, comment peut-on kidnapper quelqu'un qui est mort il y a 40 ans? Voilà, on commence le roman comme ça. Alors du coup, Kraken, il est là, il dit, oui, bon, c'est pas possible, ma mère est morte, ça peut pas être elle, c'est une erreur. Et il y a des informations qui sont données par le kidnappeur qui vont un petit peu à l'encontre de ce que Kraken a toujours entendu, a toujours su, si on peut dire. Et tout le roman va être dans la déconstruction de toutes les vérités que Kraken tenait pour dites. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. On alterne aussi sur un mystère autour d'un mystérieux livre. On fait des allers-retours dans le passé avec un certain personnage féminin. Alors évidemment, bon, au début du roman, on se dit, bon, bah, quel est le rapport? Au fur et à mesure, on voit qu'il y a un certain rapport entre l'affaire actuelle et ce qui s'est passé dans le passé, c'est le moment de lire. Et bien évidemment, tout va finir par se rejoindre. J'ai beaucoup aimé ce roman, même si j'ai trouvé qu'il souffrait d'un petit peu de longueur. Il y a des longueurs qui n'étaient pas nécessaires dans ce roman et qui nuisaient un petit peu à l'action du roman. Des passages qui pouvaient être un petit peu ennuyeux. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai aimé retrouver l'inspecteur Kraken. Bien évidemment, cet inspecteur, ce profileur qui a su piquer mon intérêt dans Le silence de la ville blanche. Je retrouve ce personnage dans L'Enfant prodige. Et franchement, j'ai passé un très agréable moment dans ce roman, même si je trouve que c'est peut-être pas le meilleur. Pour moi, je pense que le silence de la ville blanche et Les rites de l'eau étaient un cran au-dessus de celui-ci, mais ça reste malgré tout une excellente lecture si vous avez aimé l'inspecteur Kraken dans ses premières enquêtes. Ensuite, non pas celui-là, alors ensuite, alors pendant la première semaine de vacances, je suis allée à la médiathèque parce que j'avais besoin d'imprimer quelques documents. Et bien sûr, qui dit tour à la médiathèque dit bah, j'ai emprunté des livres. J'ai emprunté des livres et je suis tombée sur les 3 premiers tomes de la saga du manoir de Castle Cats
de Alain T. Puységur, publié aux éditions Scrinéo. Ici, c'est le tome 1, L'automne des aspirants. C'est une saga de fantaisie jeunesse, mais je trouve que c'est quand même dommage de laisser ça aux jeunes. Ce serait quand même dommage en tant qu'adulte de se priver d'une bonne saga de fantaisie. Alors ici, on va se trouver dans une école de magie et les personnages sont des chats. Comme le laisse présager un petit peu le nom du manoir, Castle Cats. Cats pour les chats. Donc on va se retrouver à la rentrée de l'école de magie pour les chats et on va retrouver, comment il s'appelle? Je crois que c'est Corvan. Non, Covan. Il n'y a pas de R. Donc Covan, qui est un jeune aspirant qui va faire donc sa rentrée au manoir de Castle Cats. Il quitte sa famille et part sur les routes pour faire sa rentrée. Il va rencontrer une autre aspirante, Bruine, sur son périple, et ils vont arriver tous les deux au manoir. Voilà, ils vont faire un sorte d'examen de passage, parce que évidemment il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc ils ont une sorte d'examen d'entrée pour pouvoir vraiment être considéré en tant que vrai aspirant de cette école. Et il va faire la connaissance également de Lévios et Sérénia qui vont constituer son petit groupe d'amis au sein de ce manoir. Alors évidemment, il y a un mystère dans ce manoir, il se passe des choses étranges dans ce manoir. Et Covan et ses amis vont essayer de découvrir bien évidemment ce qui se passe dans ce fameux manoir. Franchement, j'ai surkiffé ce tome 1, je l'ai dégommé en même pas 24 heures, ça se lit super bien, on s'attache tout de suite au personnage, à l'univers créé par Alain Puységur. C'est vraiment super chouette et c'est pour ça que je dis que c'est dommage de se cantonner vraiment de cantonner le lectorat au lectorat jeune pour les jeunes. Franchement, pour les adultes, c'est génial, c'est hyper addictif et ça coule mais tout seul. Franchement, j'ai surkiffé ce tome 1. Ah là là, mais j'avais qu'une hâte, c'était de sauter sur le tome 2, mais bon, malheureusement, je partais en vacances et je voulais pas me charger. De bouquins, donc je n'ai pris que ma liseuse pour partir en Vendée. Mais franchement, j'aurais eu le tome 2 sur liseuse, mais je l'aurais enquillé direct, quoi. Autant vous dire que là, ma semaine de rentrée, il va y passer, hein, le tome 2, hein, parce que j'ai trop hâte de retourner au manoir de Castle Cats, parce que à la fin du tome 2, à la fin du tome 1, on n'a qu'une envie, c'est de sauter sur le tome 2. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le système de magie, j'ai tout aimé dans ce roman. Et voilà, je vous dis, ne vous arrêtez pas au classement de genre, si c'est de la littérature jeunesse, ceci est une très bonne saga de fantasy qui est également lisible par les adultes. Voilà, je ne saurais trop vous conseiller que de sauter sur cette saga de fantasy si vous aimez la fantasy, et la fantasy pas hyper complexe, hein. C'est vraiment de la fantasy abordable. Si vous voulez débuter la fantasy et que vous ne savez pas par quoi commencer, le manoir de Castle Cats est vraiment une saga pour les adultes qui souhaitent découvrir la fantasy, un système de fantasy simple mais hyper addictif. Donc voilà. Et enfin, j'ai terminé aussi une lecture audio. C'est un service presse audio que j'ai eu grâce à NetGalley. Il s'agit de Personne sur cette terre de Victor Delarbol. Je vous mettrai la vignette ici. Je crois qu'il est paru, sauf erreur de ma part, en grand format aux éditions Actes Sud. Je ne vais pas dire de bêtises. Aux éditions Actes Sud.
Victor Delarbol, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est un auteur de romans policiers espagnol. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'en ai lu plusieurs de lui, et à chaque fois, ça a été... j'ai passé un super moment de lecture, et avec ce roman-là, on est encore dans un super moment de lecture. On est en Espagne, le roman commence avec... en 1975, où un petit garçon assiste à l'incendie de sa maison. Et malheureusement, dans cet incendie, son père trouvera la mort dans cet incendie. Quelques années plus tard, soit en 2005, on retrouve ce petit garçon qui est donc devenu policier. Il a quelques ennuis hein, quand même, ce policier. Il est, il n'est pas mis au rebut, mais comment qu'on dit, il est mis à l'écart. Parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas vu. Et du coup, il est un petit, voilà, il est mis sur la touche. C'est l'expression que je cherchais. Il est mis sur la touche. Et il va profiter de ce congé plus ou moins sabbatique pour retourner sur les lieux de son enfance. Et de là va commencer une série d'événements un peu bizarres dans cette petite bourgade. Et quelques meurtres vont être commis. Meurtres de personnes que ce petit garçon, cet homme devenu policier, donc, a connu quand il était petit. Et ben voilà, tout tourne autour de cette personne. Et bien vite, les soupçons vont se porter sur lui. Donc, dans ce roman, on va retrouver ce qui fait la marque de fabrique de Victor Delarbol, à savoir surfer sur les secrets de famille. Dans quasiment tous les romans que j'ai lus de Victor Delarbol, il y a, dans ses enquêtes, dans ses romans policiers, quasiment à chaque fois, un ou plusieurs secrets de famille qui gangrènent littéralement le présent. Et on va aller fouiner dans le passé des protagonistes pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans le passé et qui a encore une aura et des conséquences dans le présent. Et ici encore, dans Personne sur cette terre, on a vraiment, on a cette marque de fabrique. On a des secrets de famille. On a des secrets qui sont extrêmement bien enfouis. Et au fur et à mesure, on va les déterrer et on va vraiment comprendre ce qui se passe dans le présent. C'est extrêmement noir, c'est extrêmement violent. Il y a des scènes qui sont d'une violence insoutenable. Alors attention si vous êtes sensible. Mais alors, c'est d'une noirceur. On a vraiment... Victor Delarbol a vraiment navigué dans tout ce qui fait la noirceur de l'âme humaine pour nous faire un roman policier extrêmement noir. Franchement, si vous aimez les romans policiers très noirs, à l'ambiance très sombre, très marquante, très pesante, eh bien, Personne sur cette terre sera pour vous. Et j'ai envie de vous dire, quasiment toute la biographie de Victor Delarbol sera faite pour vous. C'est vraiment... moi, j'ai passé vraiment un excellent moment et franchement, à l'audio, ça passe. J'étais un peu perdue avec les personnages au début. Mais franchement, par la suite, j'ai vraiment accroché. Et la voix du narrateur est vraiment hyper prenante. Donc, ce qui fait que on a envie de savoir la suite grâce à ça. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Cette première partie de bilan lecture des vacances est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir le roman que je vous ai présenté. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez lu depuis la dernière fois qu'on ne s'est pas vu. Et si vous avez envie de me raconter autre chose, eh bien allez-y, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous donne donc rendez-vous mercredi pour la suite de ce bilan lecture de vacances
où je vous ferai le bilan. Je vous donnerai le résultat de mon défi que je me suis lancé avant les vacances. Vous verrez si j'ai réussi ou non à remplir ce défi. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Ciao!